politiques, leaders d'opinion. Regard sur l'actualité, une émission conçue et réalisée par la rédaction de votre radio. Regard sur l'actualité, c'est tous les samedis de 11h à 12h sur la 100.0. Sur la 100.0. Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Votre émission politique qui reçoit des hommes politiques, leaders d'opinion. Regard sur l'actualité, une émission conçue et réalisée par la rédaction de votre radio. Regard sur l'actualité, c'est tous les samedis de 11h à 12h sur la 100.0. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Regard sur l'actualité de ce samedi 21 mars 2015. Il était le chantre du changement en 2006. En 2011, il est devenu celui de la refondation. À son investiture, le 6 avril 2011, il a annoncé des réformes économiques, politiques et sociales très profondes, car selon lui, l'émergence du pays ne passera que par des réformes audacieuses. Son envie de voir ces réformes au plan politique aboutir est embûche à beaucoup d'incompréhension et d'obstacles. En 2014, Boni Yayi, puisque c'est de lui il s'agit, a réaménagé son gouvernement. C'est ainsi que Gustave Depossono s'est retrouvé dans la sphère la plus haute de la République, à savoir l'exécutif. Il s'est vu confier le poste de chargé des relations avec les institutions. Depuis sa prise de service, l'homme sapeur-pompier, comme certains l'aiment l'appeler souvent, n'a eu de répit. Du Parlement aux conférences de presse ou points de presse, Gustave Depossono ne s'est jamais écarté de son cahier de charge, celui d'expliquer ou de réexpliquer la position du gouvernement sur certains sujets. Le dernier en date est celui relatif à la révision de la Constitution. La tempérance de l'homme étonne plus d'un et l'actualité politique, qui est plus accentuée ces derniers jours sur cette question de révision de la Constitution, mérite que l'homme, ministre de sa République, sorte une fois encore de sa tanière. Nous recevons pour vous ce samedi donc Gustave Depossono, ministre chargé des relations avec les institutions. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait spécialement le déplacement depuis Boycon pour cette station radio. Vous nous direz dans un instant ce que vous pensez de la révision de la Constitution. Vous nous direz si les forces Cori pour un Bénin émergent dont vous êtes membre ne sont pas sur la ligne de disparition comme l'UBF. Vous nous direz si vous êtes candidat aux prochaines échéances électorales. Et puis vous nous direz aussi ce que vous faites pour la jeunesse de votre pays. Mais avant, vous êtes reçu pour la première fois, et c'est la première fois dans l'histoire de Ado FM qu'on reçoit un ministre chargé des relations avec les institutions. Vos premières impressions? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mes premières impressions, il faut avouer que je suis très content, je suis très honoré, contrairement peut-être à ce qu'on peut croire. Parce que, et je présente d'ailleurs toutes mes excuses parce que ça fait au moins 3 rendez-vous que j'ai dû rater. Exactement. Pour des raisons que vous avez déjà énumérées, puisque depuis que j'ai pris service, vous comprenez qu'il y avait une certaine crise et par rapport à cette crise, il fallait essayer de trouver solution. Et pratiquement, votre émission passe les samedis, mais ces samedis, soit je suis sur le terrain ou je suis quelque part hors de Cotonou. Maintenant, pour cette fois-ci, j'ai décidé de me sacrifier parce que c'est ce matin que j'ai dû quitter Boycon pour pouvoir répondre à l'appel. Et je profite de votre micro pour remercier le fondateur de cette radio, parce que je sais que vous faites beaucoup pour la jeunesse, notamment pour la jeunesse. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de faire le déplacement. Je remercie également tous les techniciens de l'ombre. J'ai eu la chance, aujourd'hui ne sont pas de l'ombre puisqu'on est côte à côte. C'est un plaisir, sinon habituellement on est toujours en face du journaliste. Et je profite également pour remercier aussi les journalistes, c'est vrai. J'avoue que je suis vraiment honoré et je suis très content et fier de participer à ces échanges. Et toutes les fois où vous allez me solliciter, j'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui fuit le débat. Le débat, nous devons l'amener parce que nous sommes béninois et l'avenir de ce pays, c'est nous qui allons construire et laisser pour la prospérité un Bénin prospère et émergent. D'accord. Alors, nous allons vous poser cette autre question pour voir rapidement l'état des lieux. Comment se porte le Bénin à la veille des élections législatives? Je pourrais dire,
je suis statisticien, nous raisonnons en termes de moyenne. Globalement, je peux me réjouir que le Bénin se porte très bien. Et vous êtes d'accord avec moi. Il y a des indicateurs qui ne trompent pas, et c'est sur la base de ces indicateurs que l'on juge l'état de santé d'un pays. Que l'on veuille ou non, c'est vrai, on peut ne pas sentir ça dans les poches, mais ce que je dois dire, lorsqu'on parle de moyenne et qu'on calcule une moyenne, la moyenne peut ne pas avoir un sens donné. Et souvent, j'aime caricaturer pour que les gens comprennent. D'abord, vous prenez peut-être un homme, vous mettez l'homme, ses pieds jusqu'au niveau de sa poitrine dans de la glace à 0 degré. Et le reste de son corps, c'est-à-dire de la poitrine jusqu'à la tête, vous mettez ça dans un four de 75 degrés. Si vous calculez sa moyenne, 74 degrés, vous calculez sa moyenne, je crois que vous allez trouver 0 plus 74, ça fait 37. Un médecin vous dira que cet homme se porte bien parce que la température normale, c'est 37. Mais pourtant, peut-être que cet homme s'en va mourir. Ça veut dire que la moyenne n'a pas nécessairement une signification. Mais, c'est sur la base de la moyenne qu'on fait les calculs et on juge l'état de santé. Et globalement, par rapport à tous les rapports sortis par les différentes institutions en charge de ce dossier, je vais citer Twin Binet, la Banque mondiale, le rapport de Transparency International, le deuxième compact MC, et que globalement le Bénin se porte très bien. Et quand on critique, je dis, mais voilà un pays où il y a un an, lorsque ces indicateurs étaient au rouge, on a critiqué fortement. Maintenant que ces indicateurs, le gouvernement a essayé de travailler et a fait passer du rouge au vert la plupart de ces indicateurs, on trouve et on commence même pas à jeter des critiques sur la manière dont ces indicateurs ont été calculés. C'est pour vous dire que globalement, et je crois que vous lisez tous les discours, et c'est reconnu par la communauté internationale que globalement, je dis bien globalement, le Bénin se porte bien. Et par rapport à ces législatives, nous souhaitons simplement que le débat soit mené autour de l'économie. Qu'est-ce que nous allons apporter de plus que de se jeter dans la haine qu'on observe aujourd'hui, dans la haine, dans la médisance. Et on se préoccupe de l'autrui que de se préoccuper de ce que nous allons apporter au peuple béninois. D'accord. On va voir rapidement l'exécutif dont vous êtes membre. Aujourd'hui, il y a plusieurs critiques à l'endroit à l'encontre de l'exécutif. Vous êtes membre de cet exécutif. Comment l'exécutif se porte aussi? Comme je le disais, parce que l'exécutif se porte bien, que l'exécutif a dû travailler pour quand même faire passer ces indicateurs. Si l'exécutif ne se portait pas bien, on aurait peut-être assisté au pire. On aurait perdu définitivement le deuxième compact. C'est un exemple que je donne. Vous voyez, aujourd'hui, de tous les temps, on critique toujours l'exécutif. Et sociologiquement, ça s'explique. Moi, lorsqu'on critique, ça ne me dit rien. Ah bon? Non, ça ne me dit rien parce que ces critiques permettent aux membres de l'exécutif de s'améliorer au jour le jour et d'apporter un plus pour la population. Parce que tant qu'on ne vous critique pas, la seule chose que nous recherchons, c'est que il faudrait que ces critiques soient constructives et qu'on utilise les formes les plus appropriées, les mots les plus instructifs pour que le vis-à-vis que l'exécutif puisse comprendre et se corriger. Je voudrais dire, les critiques, vous voyez, souvent je tente d'apporter une explication sociologique lorsque je rentre dans l'histoire. Aujourd'hui, on perçoit l'exécutif, les gouvernants comme étant des colons, les nouveaux colons. Et vous savez ce que colon signifie pour nos grands-parents. Colons, ce sont les blancs qui sont venus maltraiter nos grands-parents. On a dû chasser ces colons. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, parfois à 5 h du matin, les émissaires de ces colons viennent réveiller nos parents et puis on nous porte au dos pour aller au champ. Vous voyez cette maltraitance. Si ces blancs sont partis
Et aujourd'hui, les nouveaux maîtres, ce sont nous-mêmes. Donc ceux qui sont au devant sont perçus comme toujours ces persécuteurs-là. Mais malgré tous les efforts que les dirigeants font, il y aura toujours une minorité. Et c'est une minorité. Et aujourd'hui, vous allez constater que par rapport à la politique, vous avez à peine 20% de la population qui est active. Et lorsque nous sommes en démocratie, vous ne pouvez jamais avoir l'unanimité. C'est impossible. Là, ce n'est plus une démocratie. Okay. Et cette minorité-là, oui, vous ne pouvez pas l'empêcher de critiquer. De s'exprimer. De s'exprimer. Ok, d'accord. Vous êtes ministre en charge des relations avec les institutions. Je m'en voudrais donc pas vous poser cette question. Comment se portent les institutions aujourd'hui, à voir que vos adversaires politiques disent que, en tout cas, une seule personne veut brader toutes les institutions? Vous, qui êtes l'intermédiaire de l'exécutif, entre l'exécutif et ces institutions-là, comment se portent ces institutions-là en question, Monsieur le ministre? Merci bien pour cette réponse. Mais avant de répondre à cette question, vous me permettez rapidement de rappeler mes 3 fonctions. Le ministère chargé des relations avec les institutions a 3 fonctions essentielles. Oui. La première fonction, c'est l'animation de l'espace institutionnel. Et par rapport à l'espace institutionnel, je veux dire les institutions constitutionnelles, les institutions qui sont reconnues déjà dans la Constitution et les autres institutions qui sont créées par la loi. Ou, par la loi ou par des décrets et autres. Et j'avoue que cet espace est suffisamment maîtrisé et ça fonctionne parfaitement. Ma deuxième fonction, c'est l'animation de l'espace qu'occupent les organisations de la société civile que nous classons généralement en 3 catégories. La première catégorie, ce sont nos chefferies traditionnelles. La deuxième catégorie, ce sont les confessions religieuses, subdivisées aussi en 3. Je veux parler des judéo-chrétiens, les religions endogènes et puis les musulmans. La troisième catégorie au niveau des OSC, organisations de la société civile, c'est toutes les autres organisations régies par la loi de 1901, communément appelées ONG. Et lorsqu'on dit institution, même la présidente de la République constitue une institution. Donc, lorsque 2 ou 3 personnes se réunissent et sont régies par un texte, ça constitue déjà une institution. Donc, l'animation de l'espace qu'occupent les organisations de la société civile, c'est l'une de mes fonctions et c'est là où se trouve le gros lot. Parce que dans cet espace, oui, je distingue généralement 3 forces. La première force, il y a une force que j'appelle souvent une force mouvante. C'est la classe politique qui est subdivisée diamétralement opposée en 2. Vous avez la mouvance et puis l'opposition. Et l'objectif de cette classe, c'est de conquérir le pouvoir. Ensuite, après la classe politique, vous avez la classe ouvrière que constituent les syndicats. Et là, c'est une classe mouvante, c'est une classe agissante. Parce que elle porte les revendications des travailleurs au niveau du gouvernement et elle fait de la réclamation. La troisième force, c'est les autres. Je veux dire les ONG, organisations de la société civile, mais que je qualifie de force d'équilibre. Et nous nous appuyons sur cette force-là pour pouvoir rétablir l'équilibre Ma troisième fonction, qui est la principale, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de participer à cette émission, est la promotion de l'action gouvernementale. Ça fait partie de vos cahiers de charge. Oui, mais c'est différent de la propagande. Je dis bien, ce n'est pas la propagande. Je voulais vous poser cette question. Oui, non, ce n'est pas la propagande. Et deuxième chose, ce n'est pas porte-parole du gouvernement non plus. Ok. Mais à travers cette fonction, c'est que j'ai le devoir d'éclairer le peuple et d'expliquer ce que le gouvernement fait, notamment par exemple au niveau des lois. Nous sommes très peu nombreux à connaître parfaitement ce que contient par exemple le code électoral, le code de la famille. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire dans ce sens. Voilà les 3 fonctions que mon ministère, qui sont assignées à mon ministère. Maintenant, revenant à comment se portent les institutions. Vous savez, au lendemain de la conférence nationale, nous avons mis en place un régime démocratique de type présidentiel.
de type présidentiel avec séparation des pouvoirs. Mais on dit séparation des pouvoirs, cela ne veut pas dire que y a des pouvoirs qui vont rester antagonistes et se regarder en chien de faïence. On a besoin nécessairement d'un interlocuteur entre l'exécutif et les autres institutions pour que tout fonctionne harmonieusement. Parce que chacune de ces institutions, lorsque je prends par exemple l'exécutif, exécute les règles, vous me permettez la tautologie, le législatif légifère. Ensuite, vous avez le judiciaire qui tranche les litiges. Maintenant, l'ensemble, c'est-à-dire que chacune de ces institutions a pour champ d'action le peuple. Parce que tout ce que ces institutions font là, ça porte sur le peuple. Je crois que c'est dans l'intérêt du peuple. En conséquence, il est souhaitable que nous puissions avoir une démocratie apaisée, basée sur un dialogue. Et c'est dans ce sens-là que le ministère chargé des relations avec les institutions a été créé. Et dans un premier temps, même là, les activités les plus intenses entre une institution et le gouvernement, je crois que c'est au niveau du Parlement. Ça a été d'abord le ministère chargé des relations avec le Parlement. En France, ça existe encore aujourd'hui. Oui, de nos jours. Donc, contrairement à ce que les gens pensent que c'est ça qui permet au président de la République de caporaliser, les gens auraient aimé que tout le temps là, qu'on voit qui est la guerre, qui est, c'est-à-dire affrontement des institutions. Est-ce que c'est ça qui apporte le bonheur au peuple? Et c'est ça, moi, mon rôle, d'éviter à tout prix qu'il y ait ça. Qu'il y ait ça. Okay. En conséquence, cela ne veut pas dire qu'on est en train de caporaliser. Parce que si, pour en arriver là, ça veut dire qu'il y a eu absence de dialogue quelque part. Il y a quelqu'un qui se sent lésé. Et ça suppose quoi? C'est que les gens ne se sont pas compris. Si les gens se comprennent, bon, tout fonctionnera correctement. Comme dans un couple où le mari, l'époux et l'épouse doivent absolument se comprendre. Mais est-ce que vous aurez aimé que dans un couple là, tout le temps là, les gens se chamaillent? Non, je ne crois pas. Donc c'est le rôle. Et j'avoue personnellement que nous avons à la tête de nos institutions des responsables, des hommes d'État, et suffisamment responsables, contrairement à ce qu'on peut croire, et qui ne travaillent que pour le bonheur du peuple. Et je l'ai toujours dit, en démocratie, vous ne verrez jamais l'unanimité. C'est pourquoi on passe au vote. Et lorsqu'on passe au vote, vous n'avez jamais 100% pour un oui. Donc même si c'est 99,99%, vous avez ce 0,0% là, qui n'est pas d'accord pour ce que vous dites. Mais cette minorité trouvera toujours des voies et moyens pour pouvoir se faire entendre, parce que l'objectif de tout parti politique, comme je l'ai toujours dit, est de conquérir le pouvoir. Celui qui a le pouvoir va toujours chercher à conserver. Celui qui ne l'a pas mènera tous les moyens, utilisera tous les moyens à sa disposition pour pouvoir conquérir. Et c'est l'objectif. Et ce qu'on souhaite, c'est que cela se mène vraiment de façon c'est-à-dire avec un idéal donné. Et sur la base d'une idéologie donnée. C'est le souhait. Alors, nous allons aborder le second pan de cette émission. On va parler des élections législatives du 26 avril 2015. Vos adversaires politiques parlent d'élections référendaires parce que la question qui se retrouve au cœur, en tout cas, malheureusement ou bien heureusement, de cette période préélectorale ou bien électorale, c'est la question de la révision de la Constitution. On vous a vu animer des points de presse, des conférences de presse pour reclarifier la position du gouvernement par rapport à ce sujet-là. Alors, je vais vous poser encore la question une fois encore. Reclarifier la position du gouvernement par rapport à la révision de la Constitution, et dites-nous si aujourd'hui vous êtes d'accord avec vos adversaires politiques qui parlent d'élections référendaires le 26 avril. Premièrement, ce que je veux dire, ce n'est pas la position du gouvernement. Parce que j'ai dit, je ne suis pas ici comme porte-parole. Et je n'ai pas demandé l'autorisation avant de venir. En tant que ministre chargé des relations avec les institutions, j'estime que je peux intervenir sur les questions qui me concernent. D'accord. Principalement la question que vous posez, ça a trait en même temps aux élections et puis à la révision de la Constitution. Tout à l'heure, quand vous posez la question, ça me faisait sourire. Ça me faisait sourire parce que c'est un faux débat et c'est un faux combat. J'avoue
personnellement, quand le débat se mène là, je ne fais que sourire et je dis, contrairement à ce que les gens pensent, FCBE s'en va pour arracher peut-être les 83 sièges. Ah bon? Oui. Vous le dites ce matin dans le studio de Ado FM, hein? Mon frère, j'ai dit les élections, c'est comme un jeu. Et je ne peux pas chercher à aller à un jeu et me déclarer déjà forfait. Est-ce que FCBE n'a pas déposé de candidature pour les 83 sièges? Bien sûr. Avec les suppléants. Avec les suppléants. Est-ce qu'il y aura quelqu'un dedans qui va dire que lui va échouer? Donc nous allons pour gagner, nécessairement. Maintenant, par rapport à la révision, j'ai dit c'est un faux débat. Comment? Tout à l'heure, la première question que vous m'avez posée, vous avez cherché à savoir est-ce que... Oui. Vous avez cherché à savoir si c'est élection référendaire. Est-ce que c'est élection... Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui parlent d'élection référendaire? Le 26 avril 2015, le peuple béninois est invité à aller aux élections législatives. Et qui dit l'élection législative, c'est pour désigner les représentants du peuple que nous appelons députés. Et député a 3 fonctions. Sa première fonction, c'est représenter le peuple, la représentativité. La deuxième fonction, c'est légiférer. La troisième fonction, c'est contrôler l'action du gouvernement. Ce sont ces gens-là que nous allons désigner le 26 avril 2015. Maintenant, quant à la révision de la Constitution, vous comprenez que tout à l'heure, en entame de cette émission, nous avons cherché à savoir est-ce que le Bénin se porte bien. Je vous ai déjà expliqué. C'est exprès que je n'ai pas sorti des chiffres, parce que quand vous sortez les chiffres, on va vous dire peut-être que c'est votre poche qui est comme ça, et la bonne dame qui attend pas ne sent pas. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de la moyenne pour dire, dans tous les cas, lorsque on donne ces indicateurs, cela ne veut pas dire que tout le monde va ressentir ça de la même façon. Pour dire que globalement, si le Bénin se porte bien, et que les adversaires n'ont plus trouvé d'autres champs, d'autres sujets sur lesquels il faut attaquer le gouvernement, et que leur objectif, c'est de tout faire pour empêcher le gouvernement d'avoir la majorité, c'est pour ça que révision de la Constitution. Sinon, c'est un faux débat. La Constitution même a prévu les mécanismes de sa révision. Je vais rappeler rapidement. Premièrement, l'initiative de la révision appartient concurremment au président de la République et à l'Assemblée nationale. Est-ce que le président de la République n'a pas le droit de demander? Donc, il est dans son droit. Deuxième chose, pour que le principe soit accepté, il faut que les députés votent et acceptent d'abord le principe aux 3/4. Si ils votent et que moins de 3/4 disent oui, ça veut dire qu'on retourne la copie. Mais si plus de 3/4 acceptent, on passe maintenant à l'étude du contenu de ce que le gouvernement propose comme révision. Et lorsqu'on étudie ce contenu et qu'on accepte, on passe maintenant au vote. Et lorsque les 4/5 des députés acceptent, là on dit on a révisé la Constitution. Mais si ces 4/5 refusent, on a recours maintenant au référendum pour demander au peuple de départager. Vous voyez tout ce processus-là. Et comment se fait-il aujourd'hui que rapidement on trouve, c'est-à-dire on trouve que bon, on veut réviser, on veut faire ceci. Si le gouvernement et la FCBE ont réaffirmé leur position par rapport à ça, il faut leur tirer d'abord chapeau pour dire que c'est des gens honnêtes, c'est des gens loyaux et qui ne veulent pas tromper un peuple. Mais lorsque vous parlez comme ça, vos adversaires ne seront pas d'accord avec vous parce qu'ils disent que c'est cette question de révision de la Constitution qui a été au cœur de plusieurs déballages dans le pays. Ça n'engage que ceux qui font déballage. Lorsque nous sommes en démocratie, il y a des principes. Le premier principe, c'est que pour pouvoir choisir les dirigeants, il faut aller aux élections et c'est la majorité, c'est pas la majorité qu'on confie le pouvoir à tel ou tel autre. Le deuxième principe, c'est que tout litige se règle par les voies de droit. Ce n'est pas la peine de sortir et de faire des déballages. Lorsque vous constatez qu'il y a quelque chose qui croche, vous utilisez les voies de droit appropriées pour réclamer vos droits. Point. Donc, moi,
Je ne suis pas habilité à justifier qui que ce soit. Et ce n'est même pas de mon éducation. Je voulais simplement inviter les uns les autres à utiliser ce principe cher à la démocratie, que tout litige se règle par les voies de droit et non par les médisants et tout ce qu'on raconte. Okay. Donc, mais je n'avais pas terminé l'histoire de la religion. Donc, vous comprenez que c'est un faux débat. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement a la majorité à l'Assemblée nationale? Mais si le gouvernement et la FCBE, ils ont réaffirmé cette position pour dire, nous avons dit nous voulons réviser, c'est vrai. Mais nous voulons le réviser pour un certain nombre de principes. Est-ce que ces principes-là ne sont pas d'actualité aujourd'hui? Maintenant, si c'est d'actualité aujourd'hui, bon, on ne sait pas pourquoi on va nous en vouloir. Et je vous ai rappelé toutes ces étapes. Si en son temps, la procédure est enclenchée, il n'y a pas de problème. Le peuple va trancher. Donc, pourquoi il dit ça? C'est un faux problème. Et aujourd'hui, même si on dit au gouvernement, retirez, il retire. Le gouvernement a déjà chanté partout. Au niveau je pense, le seul exemple, constitutionnalisation de la Chambre des comptes, au niveau des partenaires, qu'il a déjà joué sa partition. Et vous lui demandez encore d'aller retirer. Est-ce que le gouvernement sera encore en droit de dire que j'ai déjà joué ma partition? Je vous jure, le problème fondamental, c'est pourquoi les gens agitent, c'est simplement empêcher le président de la République d'avoir une majorité. Et ça aussi, c'est contraire à la démocratie. Il faut que le peuple béninois comprenne ça. Pourquoi c'est contraire à la démocratie? Vous prenez l'exemple de la France. Là-bas, il y a deux grands partis. Après les élections législatives, c'est le parti majoritaire qui désigne le Premier ministre et le Premier ministre forme son gouvernement dans cette partie majoritaire. Peu importe si cette partie majoritaire est portée par le président ou non. Quand ce n'est pas porté par le président, on parle de cohabitation. Ça veut dire quoi? Qu'un gouvernement dans une démocratie est fondé sur une majorité parlementaire, sinon ça ne fonctionnera jamais. Et c'est ce qui explique la transhumance ici et qu'il faut combattre. Et contrairement à ceux qui disent qu'il ne faut jamais voter pour la liste FCB, je dis qu'il faut louer même ceux qui sont restés sur la liste FCB aujourd'hui. Parce que ceux-là, ils sont honnêtes, ceux qui sont partis là, ceux qui disent ils partent, ils vont où? Ils vont ailleurs. C'est pour se retourner et vous ne savez pas quel jeu ils feront après. Vous ne savez pas quel jeu ils feront après. Il vaut mieux alors avoir affaire à des gens qui sont honnêtes, des gens qui ont accepté se sacrifier. Il reste 1 an pour le président qui est en exercice. Il a forcément besoin de cette majorité pour conduire à terme son mandat. Et vous comprenez que son souci, ça va être quoi? Que ces différentes œuvres entamées puissent se poursuivre. Même s'il n'est pas là. Mais que dites-vous alors de ceux qui disent qu'ils cherchent la majorité pour se perpétuer au pouvoir? C'est un faux problème. Je viens de vous expliquer que ça, c'est un faux problème. Ceux qui pensent aujourd'hui, je vous ai déjà dit, dans une démocratie, ce ne sont pas nous qui avons inventé. Regardez, sinon, vous allez, si jamais le président de la République n'a pas une majorité parlementaire, vous allez assister à une démocratie ingouvernable. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, écrivez ça noir sur blanc. Et je pense qu'on ne peut pas me prouver le contraire, nécessairement. Et je vous ai donné l'exemple de la France. Sinon, le président alors sera obligé. Mais les constitutionnalistes ont prévu ça. Et c'est ça l'article 68, pour qu'en cas de blocage, le président puisse recourir à des ordonnances pour pouvoir gérer le pays. Pour pouvoir gérer le pays. Ce n'est pas pour rien qu'on a dit. Parce que ce que vous ne savez pas, les députés, ils représentent le peuple. C'est leur première fonction. Vous pensez que aujourd'hui, ceux qui disent ça là, chacun sauvegarde individuellement ses intérêts. Et il veut tout faire pour se retrouver à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, regardez, ça paraît un peu bizarre que des gens d'une législature à une autre appellent le peuple à voter à une liste différente. Ça suppose quoi? Ça suppose simplement que
vous, dans ces partis, on n'est pas dans un parti parce qu'on poursuit un idéal. On est dans un parti parce que aujourd'hui, mes intérêts sont sauvegardés dans ce parti. Si demain, mes intérêts ne sont pas sauvegardés dans ce parti, je me retrouve de l'autre côté. Ainsi de suite. Mais quel langage alors on tient au peuple? Et là, on vient mentir au peuple. Moi, je préfère, et je veux ce débat, que les gens mènent un débat d'idées. Vous voulez aller au Parlement. Vous voulez apporter quoi de plus que de dire qu'il ne faut pas lui donner. Mais s'il a la majorité, et au soir du 6 avril, il passe service, s'en va. Il va emporter les députés. Il ne va pas emporter les députés. Et les députés, c'est des fils de ces localités. Mais c'est la peur de ne pas le voir partir qui fait que vos adversaires politiques sont en train de respecter ça tout le temps. Comment vous expliquez cette manque de confiance? Ils savent qu'il va partir. Vous êtes sûr? Ils savent très bien qu'il va partir. Il y a eu plusieurs décisions de la Cour constitutionnelle. Lui-même l'a dit. Il a répété. Peut-être, on le voit très gêné, le fait qu'il se déplace pour apprécier l'ampleur de la misère que vit le peuple. Mais ça lui permet, dès qu'il apprécie, ça lui permet d'initier des projets. C'est pourquoi le Bénin est en chantier. Mais pourquoi les gens doivent avoir peur de lui? Je dis, en démocratie, tout litige doit se régler par les voies de droit. Attendons 2016, pour que s'ils ne partent pas, nous allons voir. Mais ils partent, et ils savent très bien qu'ils partent. Parce que s'ils n'utilisent pas ces arguments, ils ne pourront pas aller au Parlement. Ça là, c'est clair. Donc c'est les thèmes de campagne qu'il faut pour la période, c'est ça? C'est les thèmes de campagne, et moi, je ne reviens même plus sur révision de la... parce que c'est un non-lieu, et c'est un non-débat. D'accord, on va voir rapidement la formation politique dans laquelle vous êtes, les FCBE. Quelques membres des FCBE, après les derniers positionnements pour les législatives, ont claqué la porte. Excellence, monsieur le ministre. Ça rejoint exactement, ça confirme ce que je viens de dire. Est-ce que, donnez-moi un exemple, que quelqu'un quitte le Parti Socialiste, PS, et sort, et vous allez le voir positionner sur l'UMP en France, vous ne verrez pas ça. S'il démissionne, il reste. Premièrement, cette démission, vous devez vous poser la question, pourquoi, depuis 9 ans là, ils n'ont pas démissionné? Je loue le courage de certains partis qui sont restés opposants, du début jusqu'à la fin. En dehors de ces gens, tout le reste, je ne veux pas qualifier quelqu'un, mais je dis, ça ne fait pas sérieux et ça fait honte à notre démocratie. Et c'est une insulte au peuple. Tout simplement parce que ils m'ont tenu quel langage? Ils ne sont pas comptables de ce qui s'est passé depuis 9 ans. Et c'est à moins d'1 an qu'ils vont dire aujourd'hui, nous nous sommes trompés. Mais qu'est-ce qu'ils prouvent? Que là où ils sont en train d'aller là, ils ne se trompent pas encore. Maintenant là, ils n'ont qu'à laisser le peuple juger. Et que on ne veut plus qu'il soit nécessairement éclaireur. C'est pour vous dire simplement que ça fait honte et c'est très grave. Mais c'est le jeu démocratique, monsieur le ministre. Vous êtes chargé de c'est le jeu démocratique, n'est-ce pas? Oui, justement, nous mentons au peuple. Le jeu démocratique, on n'a pas ça. Ah bon? Le jeu démocratique, on n'a pas ça. Je me sens pas à l'aise dans un parti politique, je quitte, je vais dans un autre parti politique. C'est ce que nous disons. Le jeu démocratique, c'est quoi? Oui. C'est que vous avez des partis politiques. Les partis doivent être construits autour d'une idéologie. Et tu défends une idéologie, tu ne peux pas changer du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Si aujourd'hui vous dites que c'est le jeu démocratique, ça veut dire que c'est votre intérêt particulier, égoïste et individuel. Et à tout moment, vous recherchez là où votre intérêt est sauvegardé. En réalité, c'est ça. Si c'est sauvegardé, sinon, moi j'ai vu des gens qui étaient FCBE et qui se sont retrouvés sur des listes du parti d'opposition. Mais ils vont tenir quel langage? Non, moi je veux bien voir. Ça m'étonne, ça dit. Et puis, la morale politique est où?
la morale politique est où? Et puis, regardez, il y a même d'autres. Vous appartenez à un gouvernement, vous appartenez à un camp. Bon, vous sortez, bon, vous allez, c'est maintenant qu'on trouve à déballatérer sur le même régime. Est-ce que vous connaissez l'expression du ministre en fond? Quand on dit ministre là, vous connaissez ça? Vous parlez fond? Bien sûr. Parce qu'il faut bien le dire en fond là, pour comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire, je vais le dire d'abord en fond. Et on va faire la traduction littérale en français. C'est pourquoi vous êtes même là, invité sur l'émission. Oui, ça veut dire. Quand Juanito, quand Juanito est noir, quand Juanito là c'est militaire. Quand ils ont, c'est-à-dire que, et si je dois traduire, c'est quoi? Oui. Un responsable qui fait conclave avec le chef de l'État. Vous faites conclave avec le chef de l'État. Ça veut dire que vous appartenez, c'est comme un couvent. Hein? Puisque, à un moment donné, vous n'avez plus vos intérêts là, vous sortez et vous commencez par dire, ah voilà ceci, qu'est-ce pour que... Et, ceux qui partent, je les mets au défi, hein. Ce n'est pas forcément qu'ils sont en train de penser au peuple, non. Ah bon? Je les mets au défi. Mais comment expliquez-vous que lors des déclarations qu'ils font pour expliquer un peu leur sortie des FCBE, ils parlent de frustration, ils parlent de mauvais positionnement, ils parlent de ceci ou bien de cela? Je vous ai déjà dit, oui, je vous ai déjà dit que, vous voyez, en Afrique et au Bénin, sociologiquement ça s'explique. Le dirigeant qui est devant vous là, vous le voyez à travers lui, le colon. Et tous ceux qui tiennent un langage contre lui, vous allez voir que le peuple applaudit. Et c'est ça qui est exploité aujourd'hui, en réalité. Je les mets au défi. Le président Dr Boni Yayi passe le pouvoir à un opposant vrai qui... Je ne parle pas de ceux qui sont restés, je ne vais pas citer de partis. Il y a eu des partis d'opposition, depuis 2006, ils sont restés opposition. Lorsqu'on suit votre regard, on sait de qui vous parlez. Je dis, ils sont restés, et c'est-à-dire, je suis fier d'eux. Je suis fier d'eux. Je suis fier d'eux. Contrairement aux autres. Ça, c'est sûr. À tous les autres partis politiques qui ont quand même participé à la gestion du pouvoir. Oui, parce que eux, depuis, ils ont une ligne et ils n'ont pas changé. Mais les autres exploitent l'analphabétisme du peuple et ce fait sociologique dont je vous parle pour pouvoir toujours sauvegarder leurs intérêts. J'étais dans un groupe de députés, je crois le jeudi dernier, quelque part. Et, bon, vous savez, fondamentalement, c'est pourquoi je vous dis, hein, fondamentalement, il n'y a rien qui les divise. Hein, c'est faux. Hein. Ah bon? Ah oui, c'est jeu qu'à l'État que tout le monde... Vous allez voir, le 27 avril, là, tout ce monde qui insulte dont vous parlez là, vous allez voir soulever le verre. C'est pourquoi je dis, nous allons éduquer le peuple pour que le peuple comprenne. Je vous le mets au défi. Et ils vont vous dire, bon, après là, on va dire, ce qui nous unit maintenant est plus fort que ce qui nous divise, et puis c'est ceci. Ça veut dire quoi? C'est le peuple qu'on trompe, c'est tout. Tout simplement parce qu'on a réussi à sauvegarder, et puis on dit réconciliation. C'est terminé. Il faut que le peuple comprenne. C'est-à-dire, il faut que le peuple comprenne. C'est pourquoi je dis, on doit même louer ceux qui sont restés. Il y a combien de sièges? 83 sièges. Donc, tout le monde ne peut pas être sur la liste. Mais comment expliquez-vous le fait qu'il y a quand même des leaders dans certaines zones, dans certaines circonscriptions, qu'on devrait voir nécessairement en tête de liste ou bien deuxième titulaire, mais qu'on ne retrouve pas, ils sont nulle part. Est-ce que vous ne comprenez pas, est-ce que vous ne voyez pas que c'est légitime aujourd'hui que ces leaders-là puissent quand même dire leur frustration au chef? Si on disait ça, vu votre âge, est-ce que vous serez en train d'animer aujourd'hui? On va exiger, il faut qu'il y a d'autres journalistes plus âgés que vous, il faut que ce soit eux qui soient là. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait un renouvellement de la classe politique? Moi-même, est-ce que j'étais attendu? Je n'étais pas attendu. Mais pourtant, mon positionnement a gêné d'autres. C'est la même chose. C'est la même chose. Et il faudrait qu'on se dise, les élections, ce n'est pas la fin du monde. Et puis, c'est 4 ans. Et pourquoi cette guerre? Et on fait souffrir le peuple pour rien. C'est-à-dire, c'est sincère, on fait souffrir le peuple pour rien. Moi, je me suis amusé à dire, en 95, je me suis amusé à aller aux élections, hein, même si j'étais resté sur un parti où je savais que je n'allais pas gagner, mais j'avais battu campagne. Mais je ne pouvais pas imaginer que 20 ans après encore, je vais encore rentrer dans la danse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons encore du chemin. On peut
savoir attendre son tour. Et le pouvoir est d'essence divine. À vouloir coûte que coûte arracher, comme on le dit là, Oui. ça ne vous marchera pas. Et si je dis aujourd'hui le jeu qui s'observe là, non, regardez. Bon, j'ai lu dans quelque part là, un journaliste dit, est-ce qu'il ne faut pas se méfier de ces transfuges FCBE, que c'est des loups? Il s'est posé la question, quand moi j'ai lu là, ça m'a fait sourire. Mais j'ai dit, comme vous êtes en train de lire, si vous dites jeu démocratique là, c'est le jeu démocratique en Afrique et au Bénin. Tout simplement. Oui, tout simplement. Ce n'est pas la normale, c'est ça? Non. La normale, jeu démocratique, c'est quoi? Le jeu démocratique, je vous ai dit, il y a deux principes fondamentaux. Lorsqu'il y a problème là, c'est la force des idées. Et si vous ne parvenez pas à vous entendre par consensus, vous passez au vote. Et lorsqu'il y a une majorité qui se dégage, la minorité se range. Cela ne veut pas dire que la minorité est d'accord. Mais cette minorité trouvera toujours des moyens pour pouvoir se faire entendre. Et cette majorité qui a gagné va exploiter le mécontentement et ce que cette minorité dit là, pour pouvoir tirer des choses. Mais ce qu'on observe en Afrique en ces derniers temps, on a une tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel par cette minorité en réalité. Et comme je l'ai dit, ça fait plaisir. Vous voyez, si vous sortez là maintenant et vous ne commencez pas à insulter Yaïboni, tout le monde sera content, tout simplement. Mais je continue de dire, mon frère, monsieur le journaliste, ce que vous observez aujourd'hui, ce n'est qu'un jeu. Donc c'est un sketch. C'est un sketch. C'est un sketch et je vous mets au défi. Pointez là où il y a ces divergences-là, notez correctement. Et vous allez voir le 27, le 28 avril 2015, et vous allez voir le mouvement, ce qui va se passer. D'accord. Parole de Gustave Depossono, ministre chargé des relations avec les institutions. Nous avons une dizaine de minutes avant de finir cette émission Regard sur l'actualité. Nous allons faire un zoom sur la 24e circonscription électorale. Monsieur le ministre, que se passe-t-il entre votre collègue Akhenaton et vous? Il n'y a aucun problème. Vous êtes sûr? Aucun problème. Mais, ce que je dis, mais on a eu vent de certaines choses quand même entre vous deux. Il semble que le courant ne passe pas. Il a fallu que le ministre d'État Abiola puisse faire une réconciliation entre vous. Oui, quand vous avez eu le vent, est-ce que vous avez entendu le ministre Aké parler? Est-ce que vous m'avez entendu parler? Le reste là, je dois vous dire ce qui se passe, c'est ceci. Voilà, ce qui se passe, c'est exactement ceci. Nous appartenons d'abord à la même équipe gouvernementale. Il n'y a pas de raison pour que nous ne soyons pas ensemble. Point. Et il faut que le peuple béninois retienne ça. Deuxième chose, de part et d'autre, nous avons des admirateurs et nous avons aussi des gens qui détestent les uns et les autres. Il y a des gens qui ne trouvent pas leurs intérêts lorsque le ministre Aké et le ministre Sono s'entendent. Et de part et d'autre, cela active. Et c'est eux qui font soulever les choses. C'est eux qui font écrire dans les journaux. Donc en réalité, il n'y a aucun problème entre vous deux. Aucun problème. Nous sommes ensemble et nous resterons ensemble. Est-ce que ça, ce n'est pas la parole d'un homme politique, ça? Non. Je vous ai déjà dit, d'ailleurs, que apparemment, la lutte que vous voyez entre les hommes politiques, que vous voyez là, que c'est aussi un faux projet. Je l'ai toujours dit et je l'ai toujours comparé les élections comme étant un match de football. Mais vous pensez que lorsque les deux équipes vont sur le terrain là, ils se font cadeau? Ils ne se font pas d'abord cadeau. Et c'est pourquoi il y a un arbitre qui sanctionne et qui donne même des cartons rouges lorsque quelqu'un va exprès blesser d'autres. C'est le même jeu. Mais quand ils finissent, ils ne s'embrassent pas. Parce que tout simplement, chacun veut simplement arracher le pouvoir. Il y a eu à un moment donné, effectivement, un peu de malentendu. Mais c'est les militants, pas le ministre Aké et moi. C'est les militants. Je suis allé là-bas hier, je leur ai dit, mais combien de fois vous m'avez vu même sur le terrain? Donc c'est tel. Et quand on le dit là, vous avez aussi, vous savez, pour le peuple aussi est structuré. Vous avez des leaders, et ces leaders ont des gens sous, ainsi de suite. Que je m'amuse souvent à parler de démarcheurs un peu politiques. Et ceux-là qui entretiennent ça, c'est tout. Qui entretiennent ça. Il n'y a aucun problème entre vous deux. Aujourd'hui, quand nous l'avons dénoncé, j'ai dit, mais monsieur le ministre, tel là, voilà ceci. Et lui aussi m'a dit, mais ici, toi là, voilà ceci.
Et quand on a mis à nuit les gens, il n'y a aucun problème. Nous allons rester ensemble. Et s'il plaît à Dieu, nous allons arracher les 4 sièges. Vous êtes sûr, hein? Je vous ai déjà dit... C'est vrai qu'on n'est pas encore en période de campagne. On n'est pas... Non, je n'ai pas demandé de voter pour moi. Exactement. Je n'ai pas dit ça. Non, je dis, c'est vrai qu'on n'est pas encore en période de campagne. Vous êtes sûr d'avoir les 4 sièges? Très sûr. Au niveau de la 24e circonscription électorale? Convaincu. Lorsqu'on sait qu'il y a d'autres listes quand même très concurrentes. Mon frère, avec tout ce que je viens d'expliquer, oui. Avec tout ce que je viens d'expliquer, vous êtes sûr de vous-même? J'ai dit que les gens vont analyser qu'est-ce qu'on y gagne en restant avec tel ou tel. Ok. C'est tout. D'accord. On va voir un peu ce que vous faites pour la jeunesse béninoise. Nous sommes une radio animée par les jeunes et pour les jeunes, à l'endroit des jeunes. Vous le constatez dans ce studio, il n'y a que des jeunes ici. Que faites-vous en tant que ministre de la République à la jeunesse béninoise? J'adore la jeunesse. Et si j'ai accepté me battre, je l'ai dit à Zakota le mercredi, je l'ai redit encore hier, j'adore la jeunesse parce que je travaille pour la jeunesse. Si ce n'était pas ça le cas, je vous jure que je ne sais pas ce que je gagne dans la politique. Parce que moi, je suis un technicien. J'avais entrepris la politique dès que j'avais eu le bac en 87. Ah bon? Oui, en 87. Et c'est pour ça que je suis allé aux élections législatives en 95 et 99. Mais à partir de 2003, je me suis retiré totalement de la politique parce que tel que c'est Bénin, je ne me retrouvais pas. Je me suis retiré. Mais aujourd'hui, où le président Dr Boni Yayi, il n'a pas tenu compte parce qu'on a voté majoritairement, contrairement à ce que les gens peuvent tout dire, c'est quand même un homme d'État, un homme de parole, un homme de cœur. À un moment donné, il a observé dans la 24e, qui est composée de 5 communes, je vais dire Wenki, Koves, Sanyando, Sogodome, Sakota, que de 2006 jusqu'en 2014, tous ont bénéficié d'un poste ministériel et pour la plupart aussi d'un député de la mouvance, sauf Zakota. Et c'est à ce titre qu'il a dit, c'est vrai qu'il me reste un an à partir, je vous demande de m'envoyer un de vos fils, je vais le nommer ministre pour que vous ne dites pas que je vous ai oublié. Je vous ai oublié. Et quand je dis prospérité partagée, je suis un exemple palpable de ce qu'il dit. Je suis venu parce qu'il tient à cette parole-là. Et c'est pour ça que je suis venu. Pourquoi il vous a positionné? Oui, contrairement, on va dire c'est politique. Non, ma nomination n'a pas été politique. Là, c'est clair. Okay. Il a dit, Zakota, je ne savais pas que c'était la commune la plus peuplée de la 24e. Vous n'avez, durant mon mandat, ni ministre, ni député de la mouvance. Et on n'a même pas eu de nomination de cadre comme les gens vont voir. Et c'est à ce titre qu'il dit, envoyez-moi un fils de Zakota. Et c'est à ce titre-là que je suis venu. Prospérité partagée, j'en suis un exemple palpable de ce que le président de la République, Dr Boni Yayi, le dit. D'accord. Alors, une question avant de finir. Quelles sont vos chances, monsieur le ministre? Chances par rapport à quoi? Quelles sont vos chances pour les prochaines élections législatives? Je passerai. Nous allons faire l'évaluation le 27 à minuit. Si tout va bien, en tout cas, le 26, vous serez avec nous pour la nuit électorale. On va un peu décortiquer un peu. Je vous assure que je ne suis jamais allé à un examen pour échouer. Ah bon? Donc ça a dit que ça passe ou ça casse, c'est ça? Non. Ça passe. Vous pouvez vous renseigner. D'accord. De la 6e en terminale, de la première année jusqu'à l'université, oui. J'ai toujours été premier ou deuxième. D'accord. Je ne vais pas pour échouer. D'accord. Alors, monsieur le ministre, c'est vrai que vous avez essayé de répondre à ma question sur la jeunesse. Vos actions concrètes, c'est-à-dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est ça que je veux, c'est ça que je cherche, en fait. Non, par rapport à la jeunesse, ce que j'ai leur demandé, la première chose, je mets d'abord l'accent sur l'éducation. Je mets d'abord l'accent sur l'éducation. Et j'ai demandé à la jeunesse de ma commune, de la 24e en général, oui. Ils ont mon soutien parce que la meilleure richesse qu'un parent peut laisser oui. à ses enfants, c'est l'éducation. Et je suis prêt à les accompagner par diverses manières. Et ils savent que j'ai démarré sur le terrain. Vous avez démarré sur le terrain déjà? Sur le terrain. Et je leur ai dit, je vais les accompagner et je vais avoir les premiers au bac, les premiers au BPC, les premiers au CEP. Il faut que on puisse citer
des ressortissants de Sapota. Ok, d'accord. Monsieur le ministre Gustave Despochonnon, nous sommes à la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, peut-être qu'on n'a pas brossé très rapidement. C'est pas. Non, bon, je crois que nous avons essayé. Non, ce qui reste, vous m'avez demandé qu'est-ce que j'ai fait de concret. Lorsque j'ai eu quelques postes vides, par exemple, au niveau de mon cabinet, vous pouvez vous renseigner. Ce sont des jeunes qui m'accompagnent. Actuellement, ce sont des jeunes et je suis fier d'eux. Ok. Et je suis fier d'eux. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner les vieux, parce que nous avons besoin des vieux, de nos aînés, pour nous accompagner, pour avoir plus d'expérience, simplement. Je profite de l'occasion pour remercier vraiment tout le peuple béninois. Et je remercie les promoteurs de cette radio. Encore que cette radio, c'est un média de service public. Nous sommes sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. Votre collègue Stafiou Idrissou a faussé vertu beaucoup. On vous a parlé de réhabilitation tout à l'heure. C'est lui qui a fait tout ça pour nous. C'est un média de service public. C'est pourquoi on vous reçoit. Honnêtement, je ne savais même pas. Et ça, vous comprenez que ça fait plaisir. Voilà. Et que nous avons le devoir de vous accompagner. Bien sûr. Nous avons le devoir de vous accompagner. Et je profite de votre antenne pour remercier tout le peuple béninois. Et comme je le dis dans mes séances de sensibilisation, que de considérer les élections comme étant un jeu. Et que entre les partis politiques, c'est le fair play qui doit prévaloir. Absolument, le fair play. Et pour le peuple béninois, de savoir qu'il n'y a rien qui divise les hommes politiques, il n'y a absolument rien, et qu'ils n'ont qu'à simplement observer et accepter tous les partis politiques qui viendront faire campagne chez eux. Ils n'ont qu'à les accueillir et leur poser la question: si nous vous élisons, qu'est-ce que vous voulez apporter de plus par rapport à ce qui existe, c'est ce qui nous intéresse, et c'est à travers ça qu'ils sauront faire le bon choix. Et j'appelle tout le monde, et j'appelle les leaders d'opinion et autres là qui nous accompagnent pour que nous puissions avoir une élection apaisée et qu'on cesse de stresser notre peuple pour les élections. D'accord. Monsieur le ministre, nous allons vous inviter pour la nuit électorale. Nous espérons que vous allez peut-être encore quitter Boycon pour nous, si vous voulez bien. Je ne peux pas dire oui ou non, mais vous savez que comme je suis à Boycon, certainement que je serai beaucoup plus intéressé par les résultats des jeunes, à suivre de très près ce qui se passe chez moi. D'accord. Mais ça va être avec plaisir. Non, je ne suis pas inquiété, je vous ai déjà dit, je ne vais pas à une élection pour échouer. Je ne peux même pas échouer. Ça n'a pas de... On fera ce qu'on doit faire. Vous appelez aussi en direct sur l'émission La Nuit électorale du 26 avril 2015. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Gustave Despochonnon, ministre chargé des relations avec les institutions. Le ministre nous a dit ce qu'il pense de la révision de la Constitution. Il nous a dit si les FCBE, dont il est membre, sont sur la ligne de disparition comme l'UBF. Il a expliqué un peu la vague de démission qu'on constate aujourd'hui au niveau des FCBE. Il nous a dit si les candidats aux prochaines échéances électorales, sans pour autant faire sans faire la campagne, bien sûr, parce qu'on n'est pas encore en période de campagne. Il nous a dit ce qu'il a fait pour la jeunesse de son pays. Voilà, nous sommes à la fin de regard sur l'actualité de ce samedi 21 mars 2015. Si tout va bien, le samedi prochain, nous allons recevoir Monsieur Philippe Noudianoumé, président de l'Alliance pour la nouvelle gouvernance, samedi de 10h à 11h, parce que la nouvelle grille de votre radio a changé un tout petit peu. Derrière la belle vitrée, il s'appelle Jérémy Bodo. Il était avec Nicolas Agbola. Réalisation de cette émission, Mathias Pélanchouille. Voici devant ce micro pour l'animation, Cédric Maouton en Kitikaon. Merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous au bien. À samedi prochain. À samedi prochain pour un nouveau numéro de Regard sur l'actualité. À samedi prochain pour un nouveau numéro de Regard sur l'actualité.